bonsoir. Bonsoir et merci de m'accueillir. Je voudrais vous parler d'un aspect particulier de l'attraction, d'un aspect qui ne vient pas immédiatement à l'esprit, l'attraction des territoires. Les villes, les départements, les régions, les groupements de villes, etc. Pourtant, depuis au moins 20 ans maintenant, les territoires français ont été soucieux d'attirer, mais aussi de retenir des habitants, des touristes, des étudiants, des talents, du savoir-faire, des entreprises, des commerces, etc. En somme, toute une série de richesses, matérielles ou non, dont les territoires estiment avoir besoin et dont ils veulent en faire profiter toutes leurs composantes. L'enjeu de ces démarches, c'est de répondre à au moins 3 questions. 1. Qu'est-ce qui rend mon territoire attractif ? 2. Comment puis-je développer cette attractivité ? Et 3. Comment puis-je être perçu comme plus attractif que d'autres territoires que j'estime concurrents ? Alors à cet instant de mon intervention, je vais vous citer quelques sources sur lesquelles je me suis appuyé. Il y a évidemment la lecture d'articles et d'ouvrages d'experts, Vincent Gollin, Benoît Méronin, Joël Gaillet, vous les trouverez facilement sur le web. Il y a aussi des travaux universitaires, de recherche ou d'enseignement, auxquels j'ai l'honneur de participer, que ce soit à l'Université d'Aix-Marseille, mais aussi ici, à l'École de management de Normandie. Et puis, il y a ma propre expérience professionnelle. J'ai travaillé pendant près de 30 ans dans les collectivités locales, au service de leur communication et aussi au service de leur attractivité. J'en reviens aux 3 questions que j'évoquais. 1. Qu'est-ce qui me rend attractif ? Comment puis-je développer l'attractivité ? Comment puis-je être plus attractif que mes concurrents ? Pour répondre à ces questions, les territoires ont suivi 3 pistes. Vous allez voir, il y a beaucoup de 3 ce soir. 3 pistes. On va commencer par la première. Ils ont d'abord cru qu'il existait, dans l'esprit de celles et ceux qui voulaient changer de lieu de vie, un territoire idéal. Alors, au nom de ce qu'ils ont cru logique, ils ont tenté de cocher, alors quitte à tordre un peu leur réalité évidemment, ils ont tenté de cocher toutes les cases de ce qui était considéré comme le portrait robot absolu du territoire rêvé. Alors, petit problème, les territoires ont une fâcheuse tendance au mimétisme. Quasiment tous ont utilisé la même méthode et quasiment tous ont produit le même discours. Et vous savez que si tout le monde dit la même chose, alors personne n'est audible. Heureusement, certains s'en sont assez vite rendus compte et ils ont décidé, eux, de suivre une deuxième voie. Ils ont décidé cette fois de s'appuyer sur leur réalité, sur leur identité. Alors ils ont commencé à dresser leur portrait identitaire en s'appuyant sur des grilles d'analyse dédiées. Mais là encore, petit problème, ils ont certainement eu trop tendance à n'utiliser que des grilles qui n'allaient révéler que le patrimoine physique, le capital matériel des territoires. À grand renfort de chiffres clés forcément flatteurs, de bons résultats obtenus dans divers classements, de listes sans fin d'équipements publics, d'activités, de performances, d'atouts géographiques, les territoires ont montré leurs muscles. Et ils étaient fiers. Mais est-ce que ce type de description, qui se veut pourtant très logique et très factuel, suffit pour séduire et attirer, et aussi pour se différencier ? Eh bien, j'en suis pas sûr. On va prendre un exemple pour essayer de vous faire comprendre tout ça. Imaginez que je vous invite à dîner chez un couple que vous ne connaissez absolument pas. Je peux vous les présenter comme ça. Je peux vous dire que lui, à 42 ans, il est cadre dans une banque, il fait 1m80, il est brun. Elle a 38 ans, elle est médecin du travail, elle gagne à peu près 70 000 € bruts par an. Ils habitent dans une maison qui fait 180 mètres carrés, loi Carrez, au milieu d'un jardin de 1000 mètres carrés. Alors, tenté par ce dîner ? Bon, ok, vous êtes curieux, poli et surtout bien élevé, mais avouez qu'il n'y a rien de très excitant dans ce que je viens de vous décrire. Alors, je peux compléter le tableau. Je peux vous dire, par exemple, que leur jardin est dédié à l'art brut. Il y a plein de trucs très bizarres dedans. Franchement, c'est le souk, mais tout aussi franchement, ça vaut le détour. Elle adore les séries américaines. Elle connaît plein de dialogues. Elle va en caser dans toutes les conversations. Elle chante aussi.
Beaucoup, un peu faux, mais beaucoup. Et puis comme médecin, elle a passé 5 ans en Afrique pour une ONG. Lui, dans sa banque, il s'ennuie à mourir. Son rêve, c'est d'être traiteur ou d'avoir un restaurant. Alors, depuis quelques mois, il prend des cours de cuisine. Il prend aussi des cours d'œnologie. C'est lui qui fera la cuisine pour le dîner. Sa cave, c'est une tuerie. Alors maintenant, un peu plus convaincu? Normalement, oui. Ce que je viens de vous dire doit être un peu plus persuasif que le portrait précédent. Notamment parce qu'il est beaucoup plus proche de ce qu'est réellement le couple. Il est plus authentique, plus révélateur de ce qui rend ce couple unique, avec évidemment des qualités, et puis pourquoi pas aussi quelques défauts. Mais après tout, les défauts, parfois, c'est ça qui déclenche l'envie de créer une relation, et l'envie aussi de la rendre durable. Et puis vous le savez bien, la magie de l'attraction, ça repose parfois sur des choses totalement indéfinissables. Parfois, ce qui nous accroche, c'est une ambiance, un charme, comme le diraient les Américains, un « je ne sais quoi ». Et si tout ça pouvait s'appliquer aussi au territoire et à leur attractivité? On évoquait tout à l'heure le changement de lieu de vie. Après tout, quand on pense à déménager, à changer de région, est-ce qu'on n'a que des réflexions logiques? C'est pas sûr. Il y a aussi parfois de l'indéfinissable. Parfois, il y a de l'irrationnel dans nos choix, de l'inexplicable, parce que derrière, parfois, il y a des coups de foudre et des coups de cœur. Alors les territoires, certains en tous les cas, ont décidé, en partant de ces réflexions, d'ouvrir la troisième voie. Ils ont décidé cette fois de mettre en avant leur capital immatériel. Entendez derrière ce mot leurs valeurs collectives, leur culture, leur tradition, leur héritage commun, en somme, leur âme. Ils ont résolument voulu sortir de la simple description pour aller vers la révélation. Ils ont certes utilisé le concept d'identité, mais ils l'ont complété par le concept de singularité. Ils ont voulu révéler ce qu'ils sont fondamentalement, mais surtout ce qui les rend tout aussi fondamentalement différents des autres territoires. Et d'ailleurs, c'est peut-être cette différence qui va les rendre plus attractifs que leurs concurrents. Un peu l'effet cerise sur le gâteau. Pour bien saisir les enjeux et les réflexions menées tout autour de cette troisième piste, on va faire un petit peu de théorie, et après, je vous raconterai une anecdote personnelle. Un peu de théorie rapide, je vous rassure. On va aller à l'université de Caen et se souvenir que l'université de Caen a eu le privilège d'accueillir pendant de nombreuses années un géographe très innovant qui s'appelait Armand Frémont. Il a totalement repensé la géographie classique et il s'est préoccupé de la relation entre les êtres humains et les lieux. Il a créé le concept d'espace vécu. Pour lui, un espace vécu, c'est la somme, on y retourne, de 3 choses. 1, ce sont des espaces de vie, c'est l'ensemble des lieux que je fréquente. 2, c'est un espace social, c'est l'ensemble des interactions sociales que j'ai dans les espaces de vie que je fréquente. 3, et c'est un peu la résultante des 2 premiers, c'est l'ensemble des valeurs attribuées, projetées par les femmes et les hommes dans ces lieux. Voilà. On arrête là la théorie, je vous avais promis de faire court, et je vous ai promis une anecdote, qui j'espère va illustrer tout ça. Il se trouve qu'à l'origine, je suis parisien, et croyez bien, je m'en excuse. À ma décharge, j'ai quitté Paris depuis très longtemps. Et lorsque nous avons en famille quitté Paris, le hasard des recrutements professionnels m'a amené à Saint-Étienne, préfecture de la Loire. Comme tous les anciens bassins miniers, Saint-Étienne célèbre la Sainte Barbe, qui est la sainte patronne des pompiers, mais aussi des mineurs. Cette cérémonie se déroule au mois de décembre. Et donc ce soir-là, pour la première fois de notre vie, en famille, nous avons suivi une procession depuis l'hôtel de ville de Saint-Étienne jusqu'à un ancien puits de mine devenu le musée de la mine. Et là, dans la nuit, et le froid de décembre, au milieu d'une foule assez considérable, nous avons marché assez longtemps derrière d'anciens mineurs qui portaient la statue de la Sainte et qui étaient eux-mêmes précédés par des musiciens. Et nous sommes arrivés dans un endroit très particulier du musée,
la salle des pendus. Alors ce surnom, salle des pendus, était attribué à la salle des vestiaires des mineurs parce que pour faire sécher les vêtements, il ne les enfermait pas dans un casier, mais il les suspendait à des structures métalliques qui étaient ensuite hissées au plafond, d'où cette illusion de voir au plafond des centaines de pendus. Dans cette salle assez immense, sous cette imposante structure métallique, sous les pendus donc, et au son de la musique des mineurs, évidemment, j'ai croisé des sourires, j'ai perçu des regards, et des regards parfois un peu embués. J'ai eu des frissons, j'ai ressenti vraiment des émotions. C'était évidemment un moment de communion et de partage, mais plus que ça, en tous les cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu, c'était presque un rituel, une cérémonie d'accueil et d'intégration. Et c'est seulement après cette cérémonie que je me suis senti autorisé à me dire stéphanois. J'avais été confronté à l'âme même de cette ville et de ses habitants. J'avais désormais, comme le dirait Armand Frémont, un vécu. Un vécu fait des émotions ressenties dans ce lieu si particulier et tellement chargé de souvenirs et de symboles. Des émotions partagées avec des gens qui, en plus, visiblement et avec générosité, acceptaient de partager ces émotions avec moi. Voilà, je crois, une belle piste de réflexion pour les territoires qui se veulent attractifs. Comment proposer, organiser ce type d'expérience pour que de nouveaux venus, assez rapidement, découvrent, comprennent et apprécient l'âme des lieux. Et comment, avec ces expériences, ces mêmes nouveaux venus pourront, et on l'espère là encore assez vite, se sentir bien chez eux et aient envie de rester. Comment le faire ? Et qui peut le faire ? Et si c'était vous ? Oui, vous tous. Parce que vous êtes tous et toutes une partie de l'âme globale de vos territoires. Il y a d'ailleurs une ancienne expression qui décrivait les villages non pas en nombre d'habitants, mais bien en nombre d'âmes. Et puis que vous en ayez conscience ou pas, vous faites déjà des choses au service de la notoriété et de l'image de vos territoires. Vous hébergez des gens de l'extérieur, famille, amis, locataires. Vous leur recommandez des idées de sortie, vous recommandez des bonnes adresses, vous préconisez telle ou telle visite de tel ou tel site. Sur les réseaux sociaux, vous publiez des vidéos, des photos, vous faites des commentaires. Vous êtes déjà, peu ou prou, des leviers au service de l'attraction de vos territoires. Et puis votre comportement par rapport aux nouveaux venus va évidemment compter. Je n'ai pas regardé, mais si ça se trouve, ce soir dans la salle, il y a, vous savez, ce commerçant qui reconnaît très vite les nouveaux clients et qui les place sans attendre dans la catégorie habituée, avec tous les privilèges qui vont avec. Il y a peut-être aussi ce voisin ou ce collègue de bureau qui adore partager son propre attachement à son territoire, qui aime faire découvrir son mode de vie à des endroits normalement réservés aux initiés, des traditions locales ou des choses un peu secrètes. Et pourquoi pas à Caen, pour la première fois, déguster vraiment la vraie embuscade. Vous l'avez compris, les grands sites internet, les grands slogans, les grandes campagnes publicitaires, les belles plaquettes à la gloire des territoires, évidemment c'est utile. Mais est-ce que c'est suffisant pour attirer et retenir durablement ? Est-ce qu'on ne peut pas se dire que définitivement, la puissance d'attraction d'un territoire se mesure évidemment un peu à la hauteur des discours promotionnels officiels, mais ne doit pas seulement s'estimer à cette hauteur-là. Elle doit aussi se regarder et s'apprécier à la hauteur des femmes et des hommes qui forment, et peut-être plus qu'ailleurs, une communauté ouverte, accueillante, considérant l'autre comme autant d'opportunités et surtout pas comme une menace. Une communauté qui va réellement incarner un vivre ensemble séduisant et attachant. Une communauté, enfin, sur laquelle pourront s'appuyer les territoires pour réellement donner à comprendre le fait que les arguments publicitaires ne sont pas que des mots, mais sont bien des faits. Une communauté qui va pouvoir donner à découvrir, à apprécier et à partager les valeurs collectives,
l'âme du territoire. Je vous remercie.